Brooklyn, New York. Printemps 1942. Dans un quartier portuaire, où l'odeur du sel se mêle à la fumée des usines, naît un enfant destiné à devenir l'une des figures les plus craintes de la mafia américaine. Son nom, Anthony Gaspip Casso. Des décennies plus tard, sa réputation ferait frissonner même d'autres mafieux. Sa brutalité dépassa parfois les limites même du code criminel italien. Ce n'était pas un simple homme de main. Il organisa des braquages de plusieurs millions de dollars, fit circuler des tonnes de drogue et participa aux escroqueries les plus lucratives du crime organisé du XXe siècle. Certains diraient que, s'il avait choisi la voie légale, il aurait été un entrepreneur brillant. Mais Casso choisit un autre chemin, celui du pouvoir, de la violence et d'une loyauté tournée uniquement vers lui-même. Anthony Casso naquit le 20 et 1 mai 1942 à Brooklyn, troisième enfant de Michael et de son épouse. Son père travaillait comme docker sur les quais, un emploi pénible mais stable, grâce à son amitié avec Salvatore Sal Calabrano, un capot de la famille Genovese et parrain d'Anthony. En pleine période d'après-guerre, alors que l'économie vacillait, ce lien garantissait de quoi manger et une protection contre la misère. Michael n'était pas seulement un homme respecté sur les quais. Il fréquentait aussi le City Democratic Club, fondé par Vincent Mangano. Là, parmi des responsables politiques locaux et des hommes d'affaires liés au crime, il gagna le surnom de « Gaspip », en raison de son habitude de porter en permanence un tube de plomb de 20 cm, une arme improvisée lors de plus d'une rixe. Ce surnom, avec le temps, passa à son fils, accompagné de quelque chose de plus dangereux encore, sa place dans le milieu. L'enfance d'Anthony se déroula dans un foyer stable et affectueux. Il n'était pas un élève brillant. L'histoire et la littérature l'ennuyaient. Mais avec les mathématiques, c'était différent. Non par amour des chiffres, mais parce que, dès l'enfance, il comprit que l'argent aime être compté. Son père l'emmenait chasser dans les forêts du New Jersey, où il apprit à tirer presque avant d'apprendre à se raser. Sa précision s'améliora à tel point que des éleveurs de pigeons le payaient pour éliminer les faucons. Mais au-delà des armes et de la campagne, ce qui attirait réellement le jeune Anthony, c'était la rue et le respect qu'il voyait naître autour de son père chaque fois qu'il entrait au club. À l'adolescence, Anthony savait déjà qu'il voulait le même respect que celui que son père inspirait au club et sur les quais. Michael rêvait de le voir devenir avocat ou médecin, un homme respectable loin du danger. Mais l'attrait de la rue fut plus fort. Il tenta de l'éloigner de ce milieu jusqu'à ce qu'il finisse par céder. À 15 ans, Anthony rejoignit les South Brooklyn Boys, une bande de jeunes qui, bien qu'elle ne fût pas considérée comme faisant partie du crime organisé à proprement parler, servait de vivier à de futurs gangsters. Dans cet environnement, prouver son courage lors d'une bagarre pouvait ouvrir des portes vers des organisations bien plus dangereuses. Lorsqu'il quitta l'école à 16 ans, son parrain, Sal Calabrano, lui trouva un emploi sur les quais. Son âge ne fut pas un obstacle. Un acte de naissance falsifié lui permit de toucher un salaire comme n'importe quel adulte. Ce même contact lui ouvrit une autre source de revenus. Travailler à la fête de San Gennaro, à Little Italy, où il apprit à évoluer parmi commerçants, parieurs et hommes de la mafia. Avec son allure séduisante et son caractère combatif, il ne tarda pas à attirer l'attention de Christopher Christitic Furnari, un homme influent au sein de la famille Lucchese, chargé du contrôle des jeux illégaux et des prêts usuraires. Furnari perçut le potentiel du jeune homme et commença à l'intégrer, progressivement, à ses affaires. Au début, Casso se chargeait de recouvrer les dettes pour des prêteurs clandestins et des maisons de paris, et supervisait 2 clubs nocturnes qui opéraient illégalement après l'heure de fermeture autorisée. Ces lieux étaient propices aux conflits, et Anthony comprit rapidement que, dans ce milieu, savoir parler était aussi important que savoir tirer. Il commença à porter une arme sur lui de façon régulière. Le printemps 1960 et marqua un tournant. À 19 ans, Anthony intervint pour défendre une femme harcelée en pleine rue par un jeune surnommé Bobby B. Bop, neveu d'un capitaine de la famille genovese. Selon une autre version, ce serait la femme elle-même qui aurait demandé la protection de Casso. Anthony exigea de Bebop qu'il la laisse tranquille.
La réponse fut une bousculade. En quelques secondes, la discussion dégénéra en bagarre, et Casso, sans hésiter, sortit son arme et tira à plusieurs reprises. Bobby s'effondra, grièvement blessé. Il fut transporté à l'hôpital et, malgré une importante perte de sang, les médecins parvinrent à lui sauver la vie. Dans n'importe quel autre contexte, cet affrontement aurait pu signifier la fin de la carrière criminelle de Casso avant même qu'elle ne commence. Mais pour lui, ce ne fut que le début de quelque chose de bien plus grand. Après la fusillade contre Bobby Bebop, les conséquences furent immédiates. Anthony se rendit en urgence auprès de son père et de son parrain, Sal Calabrano. Une réunion familiale d'urgence fut convoquée. La décision fut claire. Il devait disparaître pendant un certain temps. Casso se réfugia dans la maison de campagne des parents de sa petite amie, loin des rues où son nom commençait à circuler. La tension monta encore. La police locale laissa entendre qu'elle classerait l'affaire, moyennant un prix, 50 000 $. Mais à ce moment-là, la famille Casso était incapable de réunir une telle somme. La situation s'aggrava lorsque Bobby, tout juste sorti de l'hôpital, se mit avec son frère à parcourir New York jour et nuit pour le retrouver. Il se présenta même dans un club fréquenté par Anthony, exhibant un fusil à canon scié et annonçant qu'il était réservé pour lui. La solution arriva grâce aux relations de Calabrano. Une rencontre fut organisée avec l'oncle de Bobby, un capitaine respecté de la famille Genovese. L'accord fut singulier. La famille Casso verserait 10 000 $ en compensation, Anthony se livrerait officiellement à la police, et Bobby ne l'identifierait pas comme l'auteur des tirs lors du procès. Avec ce pacte, la menace immédiate fut neutralisée. À cette époque, Anthony gagnait déjà bien sa vie, mais pas assez pour satisfaire ses ambitions. Il imagina alors un système avec des routiers prêts à collaborer. Si un chauffeur transportait une marchandise de valeur jeans, téléviseurs ou vestes en cuir, il remettait le camion à Casso en échange de 10 000 $, puis déclarait le vol. La police retrouvait toujours le véhicule, mais vide. La marchandise était déjà entre les mains de receleurs connus d'Anthony. Son réseau de contacts s'élargit encore lorsqu'il commença à fréquenter des gardiens du port de New York, dont beaucoup étaient ravis de gagner de l'argent supplémentaire en détournant le regard au bon moment. En 1970, avec ses gains, Anthony réalisa le rêve de ses parents. Il leur acheta une petite maison de campagne. Mais la joie fut de courte durée. Le 19 décembre 1970, son père, Michael Casso, décéda. Pour Anthony, ce fut un choc dévastateur. Il perdait l'homme qui lui avait ouvert la voie, qui lui avait appris à survivre dans un monde où le respect se gagnait par la loyauté et la peur. Sa réponse à la douleur fut de s'enfoncer davantage encore dans le travail et dans les affaires qui commençaient à asseoir son nom dans le crime organisé. Après la mort de son père, Casso concentra toute son énergie sur la direction du Bypass Gang, un groupe spécialisé dans le braquage de bijouterie et de coffres-forts de banque. Sa méthode était chirurgicale. Ils attendaient la fermeture du vendredi soir, et une fois le bâtiment vide, l'opération commençait. Le succès dépendait de deux facteurs, la préparation et le matériel. Anthony investissait sans compter dans des outils de haut niveau. Il acheta un chalumeau industriel, capable de traverser l'acier de n'importe quel coffre, et utilisait une camionnette aux vitres teintées et blindées. Parfois, il se procurait même un système d'alarme identique à celui de la cible, afin d'apprendre à le neutraliser avant le coup. La surveillance préalable pouvait durer des jours. L'un des hommes garait la camionnette près de la banque et faisait semblant de la laisser vide. Mais à l'intérieur, se trouvaient toujours deux observateurs. Ils notaient chaque entrée et sortie, les plaques d'immatriculation, les habitudes du personnel, et n'agissaient que lorsqu'ils étaient absolument certains que les lieux étaient déserts. Le butin était compté et trié avec précision. Espèces, bijoux, obligations et titres. Casso avait des acheteurs des deux côtés, des investisseurs en col blanc prêts à payer pour des actions volées et des receleurs qui achetaient des bijoux sans poser de questions. On estime que la bande vola plus de 100 millions de dollars en espèces et en bijoux. Un détail étonnant. L'un de ces hommes, Frankie, Binzi, May, était ami avec l'acteur James Caan, célèbre pour avoir joué Sonny dans Le Parrain.
Binzi décrivit à l'acteur les outils et les techniques de la bande, une information qui finit par parvenir au réalisateur Michael Mann. Des années plus tard, le film Thief présenterait un personnage inspiré, en partie, d'Anthony Casso. Furnari, son mentor, commença à lui confier des tâches plus délicates. Peu après la mort de son père, il lui demanda un service: éliminer un indice de police qui mettait en péril les affaires d'un associé surnommé Sami le Juif. L'information venait rien de moins que du bureau du procureur de district de Brooklyn, signe que l'affaire était grave. Casso exécuta l'ordre sans hésiter. Sa réputation grandit. Il n'était pas seulement un voleur expert, mais aussi un tueur à gages fiable. Au début des années 70, Casso fit un pas de plus. Grâce à Vic Amuso, il rencontra en Floride un trafiquant nommé Oscar, qui lui proposa d'acheminer de la marijuana depuis l'Amérique du Sud et le présenta au capitaine d'un bateau de pêche chargé de la transporter. Les échanges se faisaient en haute mer, à l'aube. Le chalutier transbordait les ballots sur un bateau rapide qui les ramenait vers la côte. Les affaires prospéraient, mais Casso en voulait davantage. Il ajouta la cocaïne et l'héroïne à son réseau et loua un entrepôt à Sheepshead Bay pour stocker la marchandise. L'opération marchait si bien qu'il alla jusqu'à acheter 3 bateaux crevettiers pour sa propre logistique. Certaines rumeurs lui attribuèrent même l'achat d'un avion cargo Boeing 707 pour faire venir la drogue directement d'Amérique du Sud, bien qu'aucune preuve solide n'ait jamais confirmé cela. Ce succès attira une attention indésirable. À l'automne 1972, le FBI l'arrêta avec plusieurs membres de son équipe. Il paya la caution et fut remis en liberté. Mais il lui fallait une réponse. Qui l'avait dénoncé? La piste allait lui parvenir bientôt et déclencher un nouveau chapitre de violence. Ce fut son avocat, Michael Rosen, qui lui révéla le nom de l'informateur, Bobby Denish. Il ne faisait pas partie de son équipe, il n'avait collaboré qu'occasionnellement, mais il avait trop parlé aux autorités. Casso se tourna alors vers une vieille connaissance, Gregory Scarpa, un mafieux disposant de contacts profonds au sein du FBI. Ils se rencontrèrent et, après avoir entendu le problème, Scarpa se mit en mouvement rapidement. Grâce à ses informateurs dans l'agence elle-même, il localisa Denish dans une prison du Kansas. En quelques jours, Anthony parvint à lui faire parvenir un message direct. S'il ne l'identifiait pas comme responsable au procès, la dette entre eux serait réglée. Le choc de voir qu'on l'avait retrouvé si vite suffit à convaincre Denish d'accepter. Cet épisode grava une leçon au fer rouge dans l'esprit de Casso. Pour rester hors de prison, il était indispensable d'avoir des alliés au sein des forces de l'ordre. Il conclut bientôt un accord avec 2 détectives du NYPD, Stephen Caracappa et Luis Ippolito, qui, sans poser trop de questions, commencèrent à lui transmettre des informations privilégiées. Leur service était très bien rémunéré, et la relation devint constante. Scarpa et Casso resserrèrent également leurs liens. Ensemble, ils réalisèrent des coups à haut risque, de l'enlèvement de camions chargés de marchandises à des vols directement à l'aéroport JFK. Greg lui proposa même de le parrainer pour entrer dans la famille Colombo, mais Casso refusa l'offre. En 1974, Anthony Gaspip. Casso fut officiellement admis dans la famille Luquez, aux côtés de son ami de toujours, Vittorio Vic Amuso. Tous deux furent placés sous les ordres de Christopher Furnari. Peu après, Casso élargit encore son réseau de protection. Il obtint qu'un agent du FBI, Doug McCain, lui fournisse des informations sur des enquêtes en cours. Il payait généreusement et n'hésitait pas à partager ses données avec d'autres mafieux, quelle que soit leur famille. Il avait cependant conscience que le volume de drogue qu'il faisait circuler finirait par attirer une attention indésirable. Le coup vint par l'intermédiaire d'un autre traître. Paul Bennett, un ingénieur qui concevait des compartiments secrets sophistiqués dans les véhicules de Casso, fut arrêté alors qu'il tentait de vendre plusieurs kilos de marijuana pour son propre compte. Pour éviter la prison, il devint informateur et révéla des détails cruciaux, dont l'identité du bateau de pêche Terry's Dream, utilisé par Casso pour faire venir de la drogue depuis la Colombie. L'information parvint aux gardes-côtes et à la patrouille maritime. Lorsque le bateau accosta dans la baie de Far Rockaway et commença à décharger, des agents fédéraux encerclèrent le quai. La saisie fut monumentale. 9 tonnes de marijuana, évaluées en gros à près de 5 millions de dollars.
Grâce à McCain, Casso sut immédiatement qu'il avait dénoncé. Il décida que Bennett devait mourir, mais ne voulut pas impliquer directement des tueurs de la famille Lucchese. À la place, il confia la mission à Roy DeMeo, dont la principale source de revenus dépendait aussi du narcotrafic, et qui accepta sans hésiter. Roy DeMeo exécuta l'ordre avec efficacité. Quelques jours plus tard, Paul Bennett fut abattu par balle devant la porte de sa maison. Pour Casso, le message était clair. Quiconque parlait trop paierait de sa vie. Le capitaine du bateau de pêche Terry's Dream et son fils, qui lui servait d'aide, connurent le même sort. Tous deux en savaient trop, et Anthony n'était pas prêt à risquer que le FBI puisse les faire craquer pour obtenir des informations. À la fin de 1980, Christopher Furnari, déjà devenu consigliere de la famille Lucchese, proposa Casso pour le poste de capot. Anthony se sentit flatté, mais refusa l'offre. Il recommanda à la place son ami Vic Amuso, convaincu qu'il était prêt pour la fonction. Pendant ce temps, Anthony mit au point un nouveau système pour faire entrer de la marijuana à New York. La marchandise arrivait par les baies de City Island, dans le Bronx, puis était transportée en camion jusqu'à un entrepôt à Brooklyn. Dans le même temps, il commença à faire circuler des cargaisons de cocaïne depuis la Colombie. La poudre blanche arrivait à bord de petits avions à l'aéroport de Fort Lauderdale. On racontait que, pour une seule livraison, il avait payé $1 million aux Colombiens. L'un de ses meilleurs clients dans le trafic de drogue était Gérard Papa qui, avec son associé Peter Savino, dirigeait une entreprise appelée Arista Windows. Profitant du fait que la famille Lucchese contrôlait le syndicat local 580, il pouvait décider quelle société recevrait les contrats les plus lucratifs pour remplacer des fenêtres dans un grand projet de la ville. Papa et Savino demandèrent à Furnari et à Casso un prêt pour lancer l'entreprise. Gaspip investit $1 demi-million, une somme destinée à l'achat et à la rénovation d'un entrepôt. Au fur et à mesure que les travaux avançaient, Gérard eut l'idée macabre d'utiliser le lieu pour se débarrasser d'ennemis. Au printemps 1980, il tua 2 hommes et dissimula leurs corps dans les fondations. L'un d'eux, Shorty Sparrow, était membre de la famille Colombo. Ce fut une erreur fatale. Le meurtre n'était pas autorisé. Et quelques mois plus tard, le 16 juin 1980, Papa fut exécuté par un tueur Colombo. Malgré cela, l'affaire des fenêtres prospéra, générant des bénéfices répartis entre 4 familles, Lucchese, Colombo, Gambino et Genovese. Ces mêmes années, Casso fit la connaissance de Marat Balagula, un immigré soviétique devenu riche grâce à la fraude sur l'essence. Lorsque Balagula commença à avoir des problèmes avec la famille Colombo, il s'adressa à Furnari pour qu'il serve de médiateur, offrant en échange un pourcentage de ses profits. Mais le climat à New York devenait de plus en plus dangereux pour la Cosa Nostra. Au début des années 80, la famille Lucchese dut faire face à un conflit dans le secteur des ordures ménagères à Long Island. Pendant des années, elle avait contrôlé ce marché sans opposition, jusqu'à ce qu'un petit entrepreneur, Robert Kubaca, refuse de travailler avec eux. Lassé des menaces, il se tourna vers le FBI, qui vit en lui une opportunité et lui proposa de porter un micro dissimulé afin d'enregistrer ses rencontres avec des représentants de la mafia. Le matériel recueilli par Kubaca fut suffisant pour convaincre un juge d'autoriser l'écoute téléphonique de Salvatore Avellino, responsable du secteur des déchets au sein de la famille Lucchese. Toutefois, les agents découvrirent rapidement qu'Avellino utilisait très peu sa ligne fixe. Il passait la majeure partie de la journée en voiture aux côtés du chef de la famille, Anthony Tony Ducks Corallo. En 1983, le FBI installa un dispositif d'enregistrement sur le tableau de bord de la voiture d'Avellino. Les conversations captées furent explosives. Corallo parlait ouvertement des affaires internes de la famille et de ses relations avec d'autres clans de New York. Lorsque ces enregistrements arrivèrent entre les mains des procureurs fédéraux, le séisme fut immédiat. Les bandes devinrent l'une des preuves centrales du célèbre procès de la Commission, qui aboutit à des inculpations RICO contre plusieurs chefs de haut rang de la Cosa Nostra. Seul Paul Castellano échappa au banc des accusés. Et pas pour longtemps. Il fut assassiné le 16 décembre 1985 en plein Manhattan.
Alors que les parrains attendaient leur procès, l'associé russe de Casso, Marat Balagoula, reçut une visite inquiétante. Le sous-chef de la famille Colombo, Michael Franzese, exigea une part de ses bénéfices. Suivant le conseil de Casso, Balagoula s'adressa à Christopher Furnari pour qu'il serve de médiateur. La réunion se conclut par un accord. Les profits de la lucrative fraude sur l'essence seraient partagés entre tous. L'activité devint l'une des plus rentables de la Cosa Nostra, dépassée seulement par le trafic de drogue. Balagoula pensa pouvoir dormir tranquille, se considérant comme l'autorité suprême à Brighton Beach. Mais un homme prêt à le défier apparut. Vladimir Reznikov, l'un des tueurs les plus redoutés de la pègre russe. Le 12 juin 1986, Reznikov fit irruption dans le bureau de Balagoula et ouvrit le feu avec un fusil AK-47. L'un des associés de Marat fut tué et plusieurs autres blessés. Quelques heures plus tard, le Russe se rendit au club Odessa. Les gardes à l'entrée, conscients de sa réputation, n'osèrent pas l'arrêter. Reznikov trouva Balagoula, posa l'arme sur sa tempe et lui lança un ultimatum. 600 000 $ ou sa famille serait exécutée. L'homme d'affaires, terrorisé, promit de payer le lendemain, au même endroit. Cette nuit-là, Balagoula fut victime d'une crise cardiaque, mais parvint à prévenir Casso. Pour Anthony, la menace était personnelle. Il demanda à Marat une photo de Reznikov et donna l'ordre d'agir. Le lendemain, lorsque Reznikov arriva au club et ne trouva pas Balagoula, il décida de se rendre à son domicile. À peine se pencha-t-il pour ouvrir la portière de sa voiture que plusieurs coups de feu l'abattirent. Les tireurs étaient des hommes de Casso. Les exécutants chargés d'éliminer Vladimir Reznikov furent Anthony Center et Joey Testa, anciens membres de l'équipe de Roy DeMeo. Pendant ce temps, le chef de la famille Lucchese, Tony Corallo, faisait face à un procès susceptible de lui coûter le reste de sa vie derrière les barreaux. Il savait que les autorités n'épargneraient aucun effort pour le condamner. Le moment était venu de désigner un successeur. Corallo proposa le leadership à Casso, mais celui-ci refusa une nouvelle fois, recommandant encore Vic Amuso. La proposition fut acceptée. Amuso devint le nouveau chef, et Casso, son consigliere. L'ancien mentor d'Anthony, Christopher Furnari, fut lui aussi envoyé en prison, laissant son équipe entre les mains de Peter Fat Pete Chiodo. Parallèlement, l'équilibre des forces au sein de la mafia new-yorkaise évoluait. Après l'ascension de John Gotti à la tête de la famille Gambino, le chef des Genoves, Vincent « Chine » Gigante, chercha à se venger de l'assassinat de Paul Castellano. Les tueurs des Genovaises échouèrent dans leur tentative d'éliminer Gotti et se tournèrent alors vers Casso. Le plan était clair, une voiture piégée. Gigante mit à sa disposition un expert en explosifs, Herbie Pate. L'objectif était de placer la charge sous le véhicule de Frank DeCicco, censé transporter Gotti. Le 16 avril 1986, la bombe explosa. Mais Gotti n'était pas là. L'explosion ne tua que DeCicco. Quelques mois plus tard, Casso lui-même faillit devenir une cible. Un groupe de tueurs mené par James Heidel, surnommé Hell, reçut l'ordre de l'éliminer. Prétendument sur instruction du capo Gambino, Angelo Ruggiero. Selon Ruggiero, Gotti n'était pas au courant. La vraie raison était que Casso contrôlait une part trop importante du trafic d'héroïne. Heidel savait que ce ne serait pas facile. Gaspip avait des alliés dans d'autres familles et des contacts au sein de la police et du FBI. Pendant des semaines, il tenta d'obtenir son adresse sans succès. 2 jours avant l'attentat, il apprit que Casso comptait rencontrer l'un de ses hommes au restaurant Golden Bull pour régler une affaire de bon volet. Le plan était de tirer dès qu'il sortirait de sa voiture. La nuit de l'attaque, la rue était presque déserte. Anthony eut juste le temps d'apercevoir une voiture qui s'approchait, le canon d'un fusil dépassant de la vitre. La voiture des tueurs s'arrêta à côté de celle de Casso et ouvrit le feu. Anthony fut touché, mais parvint à sortir du véhicule et à courir vers le restaurant. Les assaillants, s'étant arrêtés trop près de leur voiture, eurent du mal à ouvrir la portière et, lorsqu'ils y parvinrent enfin, leur cible était déjà à l'abri à l'intérieur. Casso ne comprenait pas qui pouvait tirer profit de sa mort. Il avait des rivaux, oui, mais il ne lui semblait pas logique
qu'un contrat d'une telle ampleur ait été confié à des hommes aussi inexpérimentés. Il décida qu'il devait retrouver les responsables au plus vite et leur arracher la vérité. Ses blessures étaient légères, et, dès qu'il fut rétabli, il rencontra Gregory Scarpa, qui lui révéla que le tireur principal était James Heidel, alias Hell. Anthony le connaissait de vue, sans plus. Par l'intermédiaire de son contact au FBI, Doug McCain, il obtint davantage d'informations. Heidel avait un grand-oncle, Daniel Marino, lié à la famille Gambino, et vivait avec sa mère, dont McCain lui fournit également l'adresse. Ce fut alors au tour de ses deux alliés au NYPD, Caracappa et Eppolito. Casso leur ordonna d'enlever Heidel et de l'emmener dans l'une de ses planques. Le 18 octobre de cette année-là, ils le mirent dans le coffre d'une voiture et le livrèrent. Après un passage à tabac brutal, Heidel avoua. Il donna les noms d'Angelo Ruggiero, des hommes qui l'avaient accompagné cette nuit-là, et de celui qui devait assurer leurs arrières. Convaincu que John Gotti était derrière l'attentat, Casso organisa une sorte de procès. Il invita Gotti et Sammy Gravano à venir donner leur version. Gotti refusa de se présenter, envoyant à sa place deux capots, Joe Butch Corrao et Handsome Jack Giordano. Devant eux, Heidel répéta ses aveux. Puis il fut exécuté en leur présence. Les émissaires assurèrent que Gotti n'avait rien à voir avec l'attaque et promirent de s'occuper de faire payer Ruggiero de leur côté. Gaspip, pourtant, lança une campagne de représailles. Quiconque, selon lui, avait participé à l'attentat devait mourir. Même Fat Vinny, le trafiquant de bons volets qu'il devait rencontrer le soir de l'attaque, fut abattu par Caracappa et Eppolito, et réapparut dans le coffre d'une voiture. Il est probable que Ruggiero aurait lui aussi été exécuté. Mais le 5 décembre 1989, il mourut d'un cancer. À ce moment-là, Casso faisait face à des problèmes plus graves encore. Le FBI avait réussi à convaincre Peter Savino, ancien associé de Gérard Papache et Arista Windows, de porter un micro dissimulé. Ce que Savino parvint à enregistrer dépassa toutes les attentes. Plusieurs conversations avec Vincent Gigante, chef des Genoves, qui, détendu par la sympathie de son interlocuteur, laissa entendre qu'il n'était pas le « fou » qu'il prétendait être. Par l'intermédiaire de McCain, Casso apprit que Savino collaborait avec les autorités. Il devait agir vite. Casso rencontra Vincent Gigante et lui raconta tout. Grâce à ses contacts au FBI, il savait que l'étau se resserrait. Il ne faudrait pas longtemps avant que lui et Vic Amuso soient formellement inculpés sous des chefs ricots. Après avoir consulté leurs avocats, tous deux décidèrent de disparaître temporairement. L'idée était de gagner du temps pour découvrir quelles preuves le parquet détenait et, le moment venu, de se rendre pour combattre les accusations devant les tribunaux. Gaspip ne voulait pas vivre en fugitif, mais ne voyait aucune autre option. Il savait que sa disparition ferait la une des journaux et que son nom figurerait sur la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI. Durant son absence, le contrôle de la famille fut confié à Alfonso Darco. La communication avec ces hommes exigeait une prudence extrême. Casso établit une liste contenant les numéros de téléphone et les adresses de dizaines de cabines publiques à Brooklyn, Long Island et dans le Bronx. Il ne téléphonait qu'à des heures et des dates prédéterminées pour donner ses instructions. Fin mai 1990, il quitta New York et s'installa dans le nord du New Jersey. Amuso avait fait de même 2 semaines plus tôt, se réfugiant à Scranton, en Pennsylvanie, dans une maison achetée à l'avance. Quelques jours plus tard, la police perquisitionna le domicile new-yorkais de Casso avec un mandat d'arrêt. Son épouse assura ne pas savoir où il se trouvait. Alors que le FBI le recherchait dans toute la ville, Casso continuait à diriger ses affaires dans l'ombre. Il rencontrait Darco 1 fois par semaine dans des centres commerciaux ou des restaurants à proximité. Il portait la barbe, des casquettes de baseball et des lunettes de soleil pour éviter d'être reconnu. Il n'entrait pas directement en contact avec sa femme ou ses enfants, sauf par de brefs messages toutes les 2 semaines, où il confirmait qu'il allait bien et leur faisait parvenir des sacs d'argent liquide. Obsédé par l'élimination de Peter Savino, il apprit grâce à McCain que l'informateur se trouvait sous protection dans une base militaire à Hawaï. Il était pratiquement intouchable.
Au printemps 1991, Peter, Fat Pete, Kyodo, membre des Lucchese, fut inculpé au titre de la loi RICO. Ses avocats l'avertirent que, s'il perdait son procès, il passerait le reste de sa vie en prison. Dans l'espoir d'obtenir une peine plus clémente, il décida de plaider coupable sur 2 chefs d'accusation. Le problème était que cet aveu impliquait également Casso et Amuso. Lorsque Gaspip apprit la nouvelle, il contacta immédiatement Darko. Kyodo devait mourir. Fat Pete sut qu'un contrat avait été mis sur sa tête. Il commença à prendre des précautions, sortait moins souvent de chez lui et attendait le jour de sa condamnation, persuadé qu'il ne purgerait que 10 ans avant de refaire sa vie. Ce que Casso ignorait, c'est que Kyodo ne comptait pas coopérer avec les autorités, du moins pas encore. Bien qu'il fût prêt à plaider coupable, Peter Fat Pete, Kyodo refusait de dénoncer qui que ce soit, mais l'éliminer ne serait pas simple. En plus d'être prudent, c'était un tueur expérimenté. Grâce à un contact dans une compagnie de téléphone, les hommes de Darko parvinrent à intercepter ses appels et découvrirent qu'il prévoyait de quitter la région avant la date de sa sentence, en se rendant dans le nord de l'État de New York. Plutôt que de prendre l'avion, il décida de voyager dans sa propre voiture. Avant de partir, il l'amena dans un garage de Staten Island. 3 tueurs l'y attendaient, dont Joe Darko, le fils d'Alfonso. Mais l'attaque tourna au désastre. Kyodo repéra les hommes qui s'approchaient et tira le premier, faisant feu à 6 reprises. Aucune balle n'atteignit ses agresseurs. Eux, en revanche, le criblèrent de 12 balles. Miraculeusement, il survécut. Les chirurgiens expliquèrent que quelque chose qui l'avait toujours complexé, son surpoids lui avait sauvé la vie. La graisse avait agi comme un gilet pare-balles naturel, empêchant les projectiles d'atteindre des organes vitaux. À son réveil, Kyodo appela ses avocats et prit une décision définitive. Il deviendrait le principal témoin du gouvernement contre Casso, Amuso et d'autres membres des Lucchese. Au sein de la famille, la panique fut immédiate. Un tueur nommé John Fortuna fut envoyé à l'hôpital pour l'achever. Mais des agents du FBI l'arrêtèrent avant qu'il ne puisse entrer. Casso, fou de rage, décida de franchir une limite que la mafia avait toujours considérée comme intouchable. Il menaça de faire assassiner les parents âgés de Kyodo s'il témoignait. Des historiens de la mafia estiment que ce fut la première fois que la règle protégeant les familles des membres fut publiquement violée, quels que soient leurs actes. Casso affirma plus tard que l'ordre venait d'Amuso, mais quoi qu'il en soit, la menace était bien réelle. Fat Pete l'a pris au sérieux. Ses parents, sa femme et ses enfants intégrèrent immédiatement le programme de protection des témoins. Les tueurs, frustrés, choisirent alors de s'en prendre à ceux qu'ils pouvaient atteindre. Son oncle, Frank Signorino, fut retrouvé dans le coffre de sa propre voiture, criblé de balles. Malgré cela, Kyodo ne se rétracta pas. Les tueurs tentèrent ensuite de tuer sa sœur, Patricia Capazzo, une femme totalement étrangère aux affaires criminelles. Ils lui tirèrent dessus à plusieurs reprises, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir déposé ses enfants à l'école. Patricia survécut à l'attentat, ce qui rendit Kyodo, très proche de sa sœur, encore plus furieux. Pour Casso, la faute revenait à Alfonso Darko, qui l'accusait d'avoir manqué à ses responsabilités. En juillet 1991, Casso et Amuso convoquèrent une réunion avec tous les capos et décidèrent de destituer Darko. À partir de là, le contrôle de la famille serait partagé entre plusieurs capos. Darko sentit que sa fin approchait. Il devint paranoïaque, voyant dans chaque visage celui d'un tueur envoyé par Casso ou Amuso. En plus, il avait détourné de l'argent pendant qu'il était aux commandes, ce qui renforçait sa peur. Convaincu que seul le FBI pouvait le sauver, il commença à prendre ses distances avec l'organisation. Mais les problèmes de Casso et d'Amuso ne se limitaient pas à Darko. D'anciennes tensions avec certains membres de la famille atteignaient un point critique. L'un d'eux était Anthony Acceturo, un capo qui, pendant des décennies, avait dirigé les opérations de la famille dans le New Jersey et en Floride. Acceturo entretenait une relation étroite avec Tony Corallo. Mais tout changea avec l'arrivée d'Amuso et de Casso au pouvoir. La nouvelle génération se demandait pourquoi un homme aussi prospère ne faisait pas remonter davantage d'argent à la direction. Ils exigèrent des contributions plus élevées, mais Acceturo refusa.
Pour lui, Amuso et Casso restaient des arrivistes. En 1987, Axétouro fut inculpé au titre de la loi RICO. Fidèle aux anciens codes, il refusa de plaider coupable et affronta un procès qui dura 21 mois. Pendant ce temps, Casso et Amuso respectèrent son statut et ne s'en mêlèrent pas. Finalement, le verdict fut surprenant. Axétouro et les 20 coaccusés furent déclarés innocents. Pour fêter cela, Casso et Amuso organisèrent une soirée à Brooklyn, invitant presque tous les membres de la faction du New Jersey. Pourtant, seule la moitié se présenta. Les absents soupçonnaient que la célébration était un piège et quittèrent rapidement les lieux. Pour Casso et Amuso, ce fut une offense personnelle. Ils envoyèrent un émissaire dans le New Jersey, qui réussit à convaincre la moitié de l'équipe d'Axétouro de revenir. Le reste resta fidèle à leur capot acquitté. Très vite, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet d'Axétouro. L'une d'elles fut dévastatrice. On disait qu'Anthony Axétouro était un indique de police. Certains y crurent, d'autres non, mais la méfiance fit son œuvre. La plupart de ces hommes finirent par passer dans le camp de Casso. Au final, seuls 14 membres restèrent loyaux à Axétouro. Pour Gaspip, ce n'était pas un obstacle. Il ordonna d'éliminer ces 14 hommes. Il envoya aussi des tueurs contre Axétouro lui-même et contre son fils. Père et fils, qui connaissaient le terrain en Floride, avaient l'avantage et bénéficiaient de la complicité de policiers achetés. Une fois, cette protection leur sauva la vie. Ils détectèrent une surveillance hostile et appelèrent la police, qui finit par arrêter l'équipe envoyée par Casso. Pendant ce temps, la police du New Jersey monta un second dossier contre Axétouro. Cette fois, il fut reconnu coupable d'extorsion et risquait jusqu'à 35 ans de prison. Sa santé se dégradait et toute longue peine pouvait revenir à une perpétuité. Malgré tout, fidèle au code de l'omerta, il ne comptait pas parler jusqu'à ce qu'il subisse un coup personnel insupportable. Un tueur de Casso assassina sa femme, âgée de 45 ans. Ce fut le point de rupture. Axétouro décida de coopérer avec les autorités et révéla aux enquêteurs tout ce qu'il savait sur les opérations de la famille Lucchese dans le New Jersey. Désormais, Casso et Amuso devaient se battre sur 2 fronts, contre Fat Pete Chiodo et contre Axétouro. Le premier à tomber fut Amuso, arrêté à Scranton le 19 juillet 1991. Selon les rumeurs, il fut trahi par quelqu'un de son entourage qui avertit la police de l'heure et du lieu exact pour l'intercepter. Inculpé au titre de la loi RICO, il se vit refuser la liberté sous caution. Avec Amuso derrière les barreaux, le commandement dans la rue revint à Casso. Le 19 septembre 1991, il convoqua une réunion avec les capots. Parmi les présents se trouvait Alfonso Darco, qui semblait n'être plus que l'ombre de lui-même, décharné, marqué par de profondes cernes et un regard révélant une peur constante. On aurait dit que c'était lui, et non Casso, le fugitif. Au milieu de la réunion, un soldat de la famille, Michael DeSantis, apparut sans prévenir. Michael DeSantis était un spécialiste des assassinats, et Casso faisait souvent appel à lui. Nul ne sait pourquoi il se présenta à cette réunion sans y avoir été convoqué, mais Alfonso Darco remarqua une arme dépassant de sa ceinture. Convaincu, à tort, que DeSantis était venu pour le tuer, il s'excusa et quitta la réunion. De retour chez lui, il raconta ce qui s'était passé à son épouse, qui lui conseilla de se rendre dans un bureau du FBI en dehors de New York, afin d'éviter de croiser des agents sous l'influence de Casso. Quelques heures plus tard, Darco était assis face à des agents fédéraux, tellement terrifié qu'il n'accepta de parler que dans les toilettes, affirmant que Casso et ses hommes étaient partout et pouvaient l'entendre. Pendant ce temps, Vic Amuso, incarcéré à la prison fédérale de Danbury, dans le Connecticut, tombait lui aussi dans la paranoïa. Un autre homme de Casso y purgeait sa peine, John McCarthy, qui disposait de plusieurs gardiens corrompus capables de lui fournir presque tout. Casso décida d'utiliser ce réseau de corruption pour organiser une évasion. Ces hommes louèrent une maison à un peu plus d'1 kilomètre de la prison et préparèrent des vêtements civils pour Amuso, qui, selon le plan, sortirait de l'établissement avec un groupe de visiteurs, se changerait et disparaîtrait. Mais lorsque tout fut prêt, Amuso refusa de quitter sa cellule. Il soupçonnait que l'évasion était en réalité un piège tendu par Casso lui-même.
En janvier 1993, il fut reconnu coupable de violation de la loi RICO et condamné à la prison à vie. Gaspip, en revanche, restait en liberté. Il continuait à gérer les affaires de la famille et se rendait de plus en plus souvent à Brooklyn. Il était convaincu qu'avec le temps, le dossier monté contre lui s'affaiblirait et que s'il parvenait à rester en fuite pendant 1 an et demi, il pourrait reprendre une vie normale, tellement sûr de son exceptionnalité qu'il alla jusqu'à autoriser son épouse à lui rendre visite. Le 19 janvier 1993, Anthony Gaspip Casso fut arrêté. Selon le FBI, il fut localisé grâce à un téléphone portable. Une autre version affirme que la piste provenait de son associé Burton Kaplan, qui lui avait rendu visite peu auparavant pour affaires. Lors de la perquisition du logement, les agents découvrirent 375 000 $ en liquide. Le jour même, il comparaissait devant un juge et fut incarcéré sans possibilité de libération sous caution. Une fois derrière les barreaux, Casso ne tarda pas à entrer en contact avec un gardien corrompu, Thomas Moore. Au départ, Moore se contentait de lui apporter de la nourriture d'un restaurant italien pour 500 $ par mois. Mais Anthony le mit rapidement à l'épreuve avec des demandes plus risquées. 2 pistolets, un téléphone portable, un couteau et des vêtements. Moore travaillait dans le service des communications internes et avait accès aux caméras de sécurité de la prison. Casso élabora un plan d'évasion. Lors d'un supposé rendez-vous avec ses avocats, il descendrait en ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Moore lui remettrait une arme et il sortirait discrètement. À l'extérieur, ses complices l'attendraient dans une voiture. Le plan échoua lorsqu'un gardien, voyant Casso seul dans l'ascenseur, remarqua l'anomalie et le reconduisit dans sa cellule. Mais Gaspip ne renonçait pas. Il imagina une autre option, utiliser l'ascenseur des visiteurs pour atteindre une porte latérale gardée par un seul agent qu'il comptait neutraliser et menotter avant de s'enfuir. Toutefois, quelques jours avant la date prévue, le 26 février 1993, l'attentat contre le World Trade Center entraîna un renforcement drastique des mesures de sécurité, rendant l'opération impossible. Un troisième plan consistait à tendre une embuscade à un fourgon de police qui devait le transporter depuis un tribunal de Brooklyn. Mais Vic Amuso, depuis sa cellule, opposa son veto. Entre-temps, le gouvernement lui proposa un accord. Plaider coupable en échange d'une peine de 22 ans, avec la possibilité d'une libération conditionnelle au bout d'environ 15 ans. Pour Casso, c'était trop long. Il se souvenait que Phil Leonetti, de Philadelphie, avait négocié une peine de seulement 5 ans et demi. En février 1994, Casso accepta de coopérer avec l'accusation. Il plaida coupable de 72 chefs d'accusation et fut transféré à la prison de Lompoc, au Texas, où, ironiquement, il occupa la même cellule qui, des décennies plus tôt, avait abrité Joe Valachi, l'homme qui avait révélé au pays l'existence de la Cosa Nostra. Mais sa coopération avec les autorités fut loin d'être simple. Dès que Casso mentionna le nom de Doug McCain, les agents lui ordonnèrent de ne plus jamais le prononcer. Son récit sur les détectives corrompus Caracappa et Eppolito, en revanche, fut accueilli avec davantage d'intérêt. Il parla aussi de Burton Kaplan et de la façon dont il servait d'intermédiaire entre lui et la police, en remettant des pots de vin à de multiples reprises. Casso n'oublia pas de détailler l'assassinat de Frank DeSico. Mais lorsqu'il commença à expliquer que Sammy The Bull Gravano était l'un de ses principaux acheteurs de drogue, les enquêteurs l'interrompirent. Ils lui exigèrent de se taire et, lorsqu'il demanda pourquoi, ils le menacèrent de l'envoyer à l'isolement. Peu à peu, Gaspip comprit la réalité. Le gouvernement était déterminé à protéger les intérêts de Gravano à tout prix. Son témoignage dérangeait. Si Casso montait à la barre et racontait leurs affaires de narcotrafic, il ferait voler en éclats la version officielle de Gravano, minerait sa crédibilité et l'exposerait à un éventuel procès pour parjure. Cela ouvrirait la voie à des recours de nombreux condamnés grâce au témoignage de Gravano. Casso comparait devant des commissions et déclara même devant le sous-comité du Sénat sur le crime organisé russe, révélant toujours plus de détails sur les atrocités commises au sein de la mafia. Pourtant, les autorités ne semblaient pas pressées de tenir leurs promesses. Certains enquêteurs croyaient ces récits,
Mais le fait qu'il soit l'unique témoin oculaire de beaucoup de ces crimes les rendait difficiles à exploiter devant un juge. Même lorsque, déjà dans les années 2000, Gravano fut arrêté pour trafic de drogue et que les affirmations de Casso semblèrent se confirmer, l'attitude à son égard ne changea pas. Pour Gaspip, le FBI et les procureurs fédéraux se révélèrent plus corrompus et plus traîtres que la mafia elle-même. En 1998, il fut expulsé du programme de protection des témoins. Officiellement, pour de nombreuses violations des règles, même si tout le monde savait que c'était un prétexte. Ses avocats firent appel sans succès. Peu après, Casso fut condamné à 455 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. La seule chose qui lui apportait un peu de réconfort en prison, c'était son épouse, Liliane, qui parvint à lui pardonner ses infidélités, ne demanda pas le divorce et continua d'élever leurs enfants. Mais ce répit fut bref. Le gouvernement refusa d'inclure Liliane et les enfants dans le programme de protection des témoins. Liliane tenait une petite boutique de lingerie qui lui assurait de bons revenus. En 2004, Frankie Sortino, surnommé The Bug et membre de la famille Colombo, entra dans la boutique de Liliane Casso. Il lui dit que son mari l'avait gravement nui, lui et ses associés, avec son témoignage, et qu'elle devait le dédommager. Effrayée et ne sachant vers qui se tourner, Liliane lui remit $100 000 sans opposer de résistance. Une semaine plus tard, Sortino revint exiger encore plus d'argent. Liliane en informa Anthony, mais depuis sa cellule, l'homme qui autrefois semait la terreur dans tout New York ne pouvait rien faire. Désespéré, Casso écrivit à des juges et à des procureurs fédéraux pour leur demander d'intervenir. Mais tous répondirent qu'ils ne pouvaient pas l'aider. En février 2005, Liliane Casso mourut d'une crise cardiaque. Anthony se retrouva définitivement seul, purgeant sa peine à la prison de très haute sécurité ADX Florence. À la fin des années 90, sa santé était déjà dégradée. Coronaropathie, cancer de la prostate, hypertension et problèmes pulmonaires. En mars 2020, il fut transféré dans une prison à Tucson, où il fut testé positif au Covid-19. Quelques mois plus tard, en novembre, il fut hospitalisé. Ses avocats demandèrent sa libération pour raisons humanitaires. La requête fut rejetée. Le 15 décembre 2020, Anthony Gaspip, Casso mourut à 78 ans, mettant ainsi un terme à l'histoire de l'un des mafieux les plus redoutés et les plus meurtriers, ayant opéré dans les rues de New York. Et c'est ainsi que se conclut cette chronique de la vie et de la chute d'Anthony Gaspip Casso. Si ce documentaire t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires sur le monde du crime organisé. Ton soutien nous aide à continuer à enquêter et à raconter les histoires que peu osent narrer. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.